Bonjour tout le monde, merci d'être là. Nous allons voir le paradoxe du web invisible. Un site web conforme n'est pas forcément un service accessible, par Sophie Drougois. Alors, je vais faire ma photo, c'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler du paradoxe du web invisible. Un site web conforme n'est pas forcément un service accessible. Donc ici, je m'appelle Sophie Drougois, je suis consultante experte en accessibilité numérique et j'ai créé ma société sur accessible. Je suis sûre de naissance, vous avez remarqué que j'ai peut-être un accent que vous... C'est mon WhatsApp, d'accord. Bon, on va couper les réseaux. Marqué avait raison. On va couper le wifi. Donc là, c'est bon normalement. Voilà. Donc, c'est bien parti. Donc voilà, je suis de naissance. Et donc implanté cochléaire. Donc j'ai deux appareils qu'on ne voit pas, mais voilà, qui me permettent de vous entendre et de vous comprendre. Donc à mon adresse mail, il y a un QR code pour les questions à la fin, si jamais vous les connaissez par la suite. Et par contre, je ne suis pas une experte en je suis, par contre, pas une experte je vais y arriver, de l'expérience utilisateur, mais je suis convaincue que expérience utilisateur et accessibilité sont liées. Donc, de quoi on va parler? De la conformité technique, de l'expérience utilisateur, l'assurance qualité, vers une accessibilité de service et quelques recommandations. L'accessibilité numérique au-delà de la simple conformité, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un site web accessible, est un site qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à ses contenus et ses fonctionnalités sans difficulté. Un site web accessible permet par exemple de personnaliser l'affichage du site selon ses besoins, agrandissement du texte, modification des couleurs, arrêt des animations, naviguer avec une synthèse vocale ou une classe braille pour les personnes aveugles ou malvoyantes, comprendre les images grâce aux alternatives textuelles, naviguer sans utiliser la souris avec un clavier uniquement sur un écran tactile, par la voix ou tout autre type de périphérique adapté à la personne. Afficher les sous-titres, par exemple, ou la transcription écrite sur un contenu audio, pour que moi, par exemple, personne ne puisse comprendre le contenu. Et surtout, il faut garder en tête que l'accessibilité numérique, elle est là pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, pas pour renforcer les difficultés où elles se trouvent déjà. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont confrontées à l'accessibilité numérique sont souvent obsédées par le fait d'obtenir un chiffre, un pourcentage, parce que ça leur permet de dire, voilà, on a évalué notre site, on a fait le boulot, et c'est bon. Et l'accessibilité numérique, c'est pas qu'un chiffre. Donc, je vais aller un peu moins vite, parce que j'ai quand même un peu de temps, je crois. Et donc, là, on va parler du paradoxe entre la conformité technique et l'accessibilité réelle. 2025 va être l'année du paradoxe. L'Europe va appliquer une directive qui va étendre l'accessibilité des sites web. Et pourtant, en France, on n'a pas encore réussi à rendre conforme la plupart des sites web concernés par la loi actuelle. Et en fait, on va avoir deux concepts. La conformité réglementaire ou légale du fournisseur et l'accessibilité par l'utilisateur. Et souvent, on évoque le web invisible pour les parties de sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de ce web qui est rendu invisible aux personnes en situation de handicap. Des images qu'on ne voit pas, des vidéos que l'on ne comprend pas, d'autres pièces de clavier que l'on ne peut pas, qui m'enferment et qui m'empêchent d'utiliser le site internet,
de ces captchas qui m'empêchent de payer. Et pour finir, ces milliers de PDF non accessibles qu'on me demande de lire et que je ne peux pas. Et donc, on va donc augmenter le nombre de sites concernés par la loi, mais on n'a pas encore attaqué le problème principal. C'est ta conformité ne garantit pas mon accessibilité. L'importance de l'expérience utilisateur. Donc, j'ai pris une vidéo de Donald Norman, qui est l'inventeur du design centré sur l'utilisateur. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple. And you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car. It's in this great big box. It doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, you're opening the box up and, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, an app, or a computer system, but it's a system, it's everything. Got it? Voilà. Et donc ça, c'est l'expérience utilisateur. La conformité technique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc là, on va parler des normes. Je ne sais pas si vous connaissez les normes. Bon. Les normes sont là pour nous aider à définir la conformité. En France, on vérifie la conformité avec le RGDOVA, qui est le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. La loi applique le RGDOVA, enfin la loi s'appuie sur le RGDOVA pour justement vérifier. C'est une méthode d'évaluation qui comprend des critères et des tests qui permettent de vérifier que les principes des WCAG, Web Content Accessibility Guideline, qui est une norme internationale, le RGDOVA s'applique sur les WCAG pour justement vérifier si les critères sont bien respectés. Petite parenthèse, les WCAG sont basés sur une norme internationale basée sur 4 grands principes: perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. En France, le RGDOVA est une obligation légale pour les services publics, ce qui veut dire que ça comprend les services de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organisations comme mission de services publics et les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, et enfin les organisations reconnues d'intérêt général. En 2025, ça va changer parce que le champ d'application du RGDOVA a été élargi. Et donc les entreprises qui sont dans le secteur du e-commerce, la téléphonie, les médias, oui, le secteur bancaire, les transports devront respecter ces obligations d'accessibilité. De conformité, pardon. Parce que là, l'accessibilité ne veut pas dire conformité. Et donc, quand on réalise un audit de conformité, dans un premier temps, on définit un échantillon qui comprend les pages obligatoires, chaque page. Et c'est un ensemble de pages qui sont définies dans le RGDOVA avec des pages qui sont représentatives du site,
Alors, ça peut être les grandes rubriques, que les pages de fort trafic. Enfin, il y a tout un panel pour avoir un échantillon le plus représentatif possible du site qu'on va analyser. Et ensuite, chaque élément de la page va être analysé par l'échange des critères du variable. Et l'audit est réalisé sur un temps défini. Donc, on va dire, on fait un audit du temps A, du temps B, et ça va être défini sur ce temps-là. Et il y a trois résultats possibles par critère. C'est conforme, non applicable. Il peut arriver qu'il y ait des dérogations, par exemple, pour un charge disproportionné, mais ça ne vous enlève pas le fait de dire ah ben non, je ne fais pas ma déclaration d'accessibilité, il faudra quand même la faire. Qu'on voit là, c'est une capture d'écran du site internet ara.gouv.fr qui permet de faire des audits d'accessibilité à travers une interface web. Donc là, j'ai mis une capture d'écran pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Ouais. Et donc les obligations pour répondre à la loi, c'est qu'il faut publier une déclaration de conformité sur le site internet, avoir un schéma pluriannuel qui est défini sur 3 ans, avoir une page d'accessibilité qui est affichée par défaut sur la page d'accueil du site, enfin qui est affichée, qui est accessible à partir du pied de page de la page d'accueil, et enfin la mention du résultat de l'accessibilité. Il faut qu'on ait affiché l'accessibilité totalement conforme, partiellement conforme ou non accessible. Et donc, voilà, donc ça, c'est les choses qu'on doit faire pour justement répondre à la demande légale. Ensuite, les outils automatisés de vérification. Qui n'a pas utilisé un outil de vérification? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un outil automatique comme Lightroom, Web, sur son navigateur? Ouais. D'accord. Donc les outils automatisés, généralement, sont des outils qui sont basés sur la norme américaine et donc pas française. Donc ça ne respecte pas tout à fait les mêmes critères. Et donc pour ça, il faut quand même faire attention quand on utilise ces outils, parce qu'il va y avoir des choses qui vont demander des corrections, mais il n'y aura pas forcément un impact plus important sur l'utilisateur. Et donc il faut quand même faire attention à ça. Et il y en a certains qui peuvent être appliqués dans les environnements de développement ou alors s'afficher à travers le navigateur, comme vous voyez à l'écran. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, un outil automatique ne vous permet pas justement de vérifier, par exemple, si vous activez Lightroom, il va vous dire, voilà, il y a des alternatives textuelles sur les images, mais il ne pourra pas vous dire si c'est pertinent ou pas. Bon, c'est déjà une aide, parce que ça nous permet quand même d'avancer dans le travail, mais ça ne fait pas tout. Les outils automatisés vérifient seulement 20 à 30% des textes, c'est rien en fait. Et c'est que la première marche vers la conformité. Ils ne peuvent pas vérifier l'intégralité des critères. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Peut-être un jour, hein, mais on n'y est pas encore. Ça bouge beaucoup avec l'intelligence artificielle, mais il faut les considérer comme des assistants, comme des trucs qui peuvent nous aider à faciliter notre travail, mais pas faire notre travail à notre place, parce qu'il y aura toujours un problème sur la pertinence, sur tous ces trucs-là. Et je ne sais pas si vous connaissez le mantra de l'intelligence artificielle, qui circule pas mal en ce moment, qui s'appelle Gigo. Non. Alors la traduction, c'est garbage in, garbage out. Ça veut dire que si vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises réponses. Il faut poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Donc, à manipuler avec précaution quand même.
les limites de l'approche purement technique. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, les outils automatisés ne peuvent pas faire tout le travail, ne peuvent pas faire toute la vérification de la demande de conformité, et encore moins générer une déclaration de conformité. Et il ne peut pas penser que code, mais aussi penser à l'utilisateur qui va utiliser le site Internet. Les audits sont là pour vérifier que le code est conforme, que les standards du web sont bien respectés. Il faut que vous gardiez que chaque texte non conforme est un obstacle pour l'utilisateur. Et c'est ce qu'on appelle un impact utilisateur. Chaque impact est différent selon le handicap. Moi, j'ai besoin de sous-titres sur une vidéo. Une personne aveugle aura besoin d'alternatives textuelles pour comprendre les images. Une personne daltonienne aura besoin d'un contraste renforcé. Le piège du 100% conforme. Il est valable à l'instant où l'audit de conformité est délivré, c'est-à-dire on réalise l'audit de conformité, il est valable à l'instant T. C'est comme si on faisait une photo du site web en disant aujourd'hui il est conforme. Par contre, chaque partie prenante du site Internet, donc par exemple prestataire, équipe interne ou l'autorité de contrôle, peut évaluer différemment parce qu'ils n'ont pas forcément le même parti pris. Le client veut la conformité à 100%. Le prestataire, lui, va donner le meilleur de son audit. Et l'autorité de contrôle veut que le hardware soit bien appliqué. Et le résultat peut donc varier en fonction de ces différents facteurs. Donc, le temps, l'échantillon et l'auditoire. Par exemple, sur cette page qui est du site internet Grenoble-Alpes Métropole, c'est un site qui a été déclaré 100% conforme en 2022. Moi, avant de faire ma conférence, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je vais aller sur la page du mois de consommer autrement qui se passe au mois de novembre 2024. J'ai téléchargé un PDF qui était proposé et le PDF n'est pas accessible. Mais ça n'enlève pas pour autant la conformité du site. Le site, oui, est conforme, mais il n'est pas accessible. Voilà. Et donc, l'expérience utilisateur, c'est un véritable enjeu. Donc, je vais vous proposer des études de cas pour démontrer à quel point tout le monde peut être concerné, que certaines pratiques sont vraiment à éviter. Mais des fois, on croit bien faire, mais on a oublié de tester par tous les utilisateurs. Il faut être clair dans ces applications et enfin que tout le monde réagisse différemment. Étude de cas, les courses en ligne. Qui a déjà pensé à faire une commande d'un pot de crème fraîche de 50 centilitres? Qui a déjà commandé un pot de crème fraîche en ligne? D'accord? Ça vous est jamais arrivé de recevoir un pot de crème fraîche de 25 centilitres? Et donc là, comment on ne peut pas être induit en erreur? Parce que l'échelle, elle est la même, quelle que soit la taille du produit. Donc il n'y a pas que les personnes handicapées qui sont concernées, vous aussi. Là, il y a un autre exemple, qui est une petite vidéo. Bonjour. Bonjour, ça sera tout? Oui, je vous dois combien? Mon petit monsieur, avant, il va falloir d'abord sélectionner tous les carreaux avec des vaches, que vous voyez juste là. En plus, là, vous avez de la chance, elle ne bouge pas. Sélectionner les cases contenant des vaches. Ne pas rendre son site accessible, c'est renvoyer les aveugles au Moyen-Âge. Faisons du numérique responsable une opportunité pour tous. Voilà. Donc, dans ce cas-là, essayez de privilégier les alternatives qui marchent, comme le honeypot. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement que de permettre de capture, essayez de penser à l'alternative audio. J'ai déjà une amie qui est aveugle, qui m'appelle parfois en me disant « Sophie, il y a un problème. Il y a un captcha, je ne peux pas y accéder. » Donc elle me partage son écran, moi qui n'entends pas.
je vais l'aider à voir le CAPTCHA. Un truc c'est complètement délirant. Donc, essayez de penser, quand vous faites du développement, à faire des choses accessibles. L'étude de cas sur le temps. Un exemple très simple. On a un site où il y a une limite de temps. Par exemple, on peut remplir un formulaire. Il y a certaines personnes, les personnes aveugles en particulier, qui ont parfois besoin de temps pour pouvoir remplir le formulaire. Mais certaines personnes, par exemple, une personne aveugle qui a un formulaire, elle va remplir son formulaire, ça s'arrête. Parce qu'elle a mis plus de 30 minutes pour remplir le formulaire. Donc elle recommence. Et donc là, ce qu'il faudra faire, c'est permettre de prolonger le temps ou sauvegarder automatiquement les informations pour lui permettre de ne pas remplir le formulaire deux fois. Parce que quand on a des messages de ce type pour accéder aux documents qu'on a sur notre espace service public, eh bien, on a 10 minutes pour remplir le code. 10 minutes, c'est pas beaucoup. Il suffit qu'il y ait un problème de délai d'envoi d'email ou quelque chose comme ça, ben, ça fait moins de 10 minutes. Donc il faut quand même penser à ce chose-là. Les messages d'erreur. Vous remplissez un formulaire, vous avez une erreur dans le formulaire. Il est marqué erreur dans le formulaire. Ah ben, c'est sympa, mais elle est où mon erreur? Je ne sais pas. Le nom, le prénom, l'adresse mail, la date de naissance. Donc, dans ce cas-là, pouvoir indiquer clairement où est l'erreur et savoir comment la corriger. Une autre étude de cas, la publicité en langue des signes. Je vous laisse la regarder. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait quelque chose d'un peu différent par rapport à l'habitude. Il n'y a pas de son. La cible, c'est la personne sourde. Donc, en fait, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je peux la comprendre. Mais la personne aveugle, elle fait comment? Elle ne peut pas comprendre la vidéo. Elle n'a pas de son. Donc, encore une fois, pensez à tous les publics que pour qui vous pouvez faire quelque chose. Une autre étude de cas, la surcharge d'informations. Aujourd'hui, le site Internet, il y a des informations partout. Des carousels, des pubs, je sais pas, des carousels, des pubs. Après, il y a plein d'infos, quoi. On ne peut pas vous regarder. Et donc là, comment on fait? Il faut organiser l'information par étapes, proposer des résumés. Là, vous avez pris un exemple. Les magazines sur Internet n'ont aucune mention d'accessibilité, des publicités partout. La page, elle est très lourde. Alors là, vous avez pris l'exemple de l'auto-journal. Je pensais qu'il n'y aurait que des mecs dans la salle, mais c'est un peu mis. Mais ça marche aussi avec les magazines féminins, c'est le même problème. Il y a des infos partout. Donc, c'est pas possible. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ergonomie doit rencontrer l'accessibilité numérique pour pouvoir donner une vraie expérience utilisateur agréable pour tous, accessible et efficace. L'enjeu de cette expérience utilisateur est d'arriver à comprendre que l'utilisateur va voir ou comprendre. Il est important qu'il y ait une accessibilité à tous les niveaux. Comme on l'a vu, le ciblage du client, l'expérience sur le site Internet où il pourra trouver des réponses à ses besoins, mais aussi après sa visite. Par exemple, demander à une personne sourde de joindre un service client par téléphone, ça n'a pas de sens. Moi, je peux prendre mon téléphone. Allô?
ne comprend pas ce qui se passe dans le combiné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des services qui se sont développés avec de la transcription, de la langue des signes, du LPC, donc du langage parlé complété, pour pouvoir répondre justement aux besoins de ces personnes sourdes. Et donc là, il y a les différents critères, accessibilité, utilisabilité, qui fait que tout ça, c'est l'expérience utilisateur. L'assurance qualité web, c'est une approche différente. Donc l'assurance qualité web de quoi, c'est quoi? En vrai, c'est une checklist de 240 caractères, 240 règles de bonne pratique qui sont partagées par de nombreux professionnels du web. Et l'objectif est d'optimiser les services web pour générer un impact positif sur la société et l'environnement, tout en accompagnant les professionnels et les organisations dans la création d'un web plus accessible, sobre et qualitatif. Par exemple, les utilisateurs veulent trouver le site, c'est la visibilité. Ils veulent pouvoir l'utiliser, naviguer, c'est la perception. Ils veulent que le site fonctionne, c'est la technique. Ils veulent des contenus de bonne qualité, c'est les contenus. Et enfin, ils veulent que tout se passe bien après leur visite, c'est les services. Et l'assurance qualité web de preuve permet justement de mesurer de manière plus large quand il s'agit de prendre en compte le service pour qu'il soit accessible. Donc, mesurer l'accessibilité du service, mais pas seulement de l'interface. Et donc là, à travers la checklist, on va pouvoir prendre en compte l'expérience utilisateur dans son intégralité. C'est-à-dire que chaque exigeant va faire référence à des métiers différents et des métiers qui sont gérés par plusieurs professionnels du web. Par exemple, la publicité sera gérée par un professionnel de la communication, comme la relation client sera gérée par un autre professionnel. Il est important de penser accessible du début jusqu'à la fin, parce que la personne en situation de handicap, c'est une personne lambda. Elle est comme vous, elle vit, elle travaille, voilà, on ne fait pas les choses différemment, il ne faut pas croire. Promouvoir promouvoir un service, un produit consiste à communiquer accessible. Par exemple, vous faites un site internet, mais si vous ne communiquez pas accessible avant, comment on peut savoir qu'on peut quand même utiliser le site internet pendant et après. Et donc, là, on va voir où est l'accessibilité dans ce schéma d'assurance qualité web, parce que la partie perception technique, contenu, c'est l'interface utilisateur, et donc c'est cette partie-là qui va être mesurée par faire un audit. C'est-à-dire que quand on fait un audit, on va vérifier, on va évaluer, on va vérifier, et contrôler pour que ça soit utilisable par tous. Que la technique respecte les standards, que les contenus sont pertinents et compréhensibles par tous. L'accessibilité, elle englobe le tout, y compris la visibilité et les services. Les tests avec les utilisateurs. En prenant en compte l'accessibilité à tous les niveaux, aussi bien en amont qu'en aval, il faut penser à solliciter tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Dans les tests utilisateurs, on réfléchit aux différents parcours pour les tests, mais il faut aussi penser à inclure des personnes en situation de handicap dans les tests. Il est important de tester en conditions réelles avec plusieurs appareils et plusieurs utilisateurs, parce qu'il y a autant d'usages de personnes que de situations. Et on compte environ 14% de personnes handicapées en France. Alors, sachant que le chiffre n'est pas tout à fait... le chiffre est sous-évalué parce qu'on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les personnes âgées, et il y a des personnes qui ne sont pas reconnues officiellement handicapées. Donc le chiffre, il n'est pas tout à fait... c'est le chiffre officiel, mais dans la réalité, il y en a bien plus.
Et donc là, on va regarder comment faire pour aller vers une accessibilité de service. L'importance du design inclusif. Le design inclusif prend en compte toutes les personnes, celles qui sont en situation de handicap permanent. Donc là, on voit dans la première colonne les personnes qui ont un bras, qui sont aveugles, qui sont sourdes ou qui ne parlent pas. Il y a les personnes qui sont en situation de handicap temporaire. Il me casse un bras, il me fait opérer de la cataracte, c'est une otite, donc on n'entend plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis, j'ai une laryngite, je ne peux pas parler. Ça vous est arrivé aussi de ne pas pouvoir parler. Voilà, vous êtes en situation de handicap temporaire. Et il y a la situation de handicap situationnel. C'est-à-dire que vous êtes jeune parent, vous avez une poussette, vous êtes bloqué. C'est une situation où vous êtes bloqué. Vous êtes un conducteur distrait, ou des personnes qui ont un fort accent. Et bien là, ça va être en fonction de la situation. Et donc, par rapport à la conformité, on touche un public beaucoup plus important, et en mettant, par exemple, des sous-titres dans les lieux publics, parce que ça ne concerne pas que les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi toutes les personnes qui voient la vidéo, qui disent « Ah ben tiens, je peux la regarder ». Quelques exemples de design inclusif. Donc là, j'ai pris l'exemple du téléphone. Graham Bell était quelqu'un qui était enseignant pour les sourds. Sa mère et sa femme étaient sourdes. Et donc, il a observé, il a regardé comment la transmission du son se faisait. Et il a même encouragé les personnes sourdes à parler pour pouvoir justement transmettre le son. Et grâce à ça, il a déposé le premier brevet du téléphone, si je ne me trompe pas, en 1876, et c'est lui qui a inventé le téléphone. Donc c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour les personnes sourdes, mais qui, aujourd'hui, le téléphone, sert à tout le monde. Donc c'est ça, le design inclusif, c'est quelque chose qui a été pensé pour les personnes handicapées, mais qui sert à tout le monde. Alors j'en ai d'autres. Un opticien britannique a inventé les premières lunettes à bancs avec des verres teintés bleu vert pour les personnes qui avaient des troubles de la vision. Il les a inventés en 1752, mais ça a été démocratisé en 1936 par Edwin Land, quand il a inventé la production de verres polarisants bon marché pour la marque Polaroid. Donc, allez, celle-là, je pense qu'elle va vous plaire. Lord Taylor a inventé une machine vibrante pour provoquer un orgasme, pour réduire le stress. Et à la base, c'était censé soigner l'hystérie. Donc il l'a inventé en 1869, mais ça s'est démocratisé en 1969, donc l'année érotique. Voilà. Thomas Edison, c'est celui qui a inventé les ampoules. Mais il a aussi inventé la liseuse qui s'appelait le phonographe en 1877, mais ça s'est démocratisé avec les lecteurs numériques multimédia, comme l'iPod. Donc c'est grâce à lui aussi que vous pouvez écouter en écoutant un livre audio. Celui-là, c'est le régulateur de vitesse. Qui n'a pas utilisé un régulateur de vitesse? Non? Bon. En fait, c'est quelqu'un qui est devenu aveugle à l'âge de 5 ans. Donc, Ralph Titor, il est devenu aveugle à 5 ans. Et il avait l'habitude de se faire transporter par un chauffeur. Parce que le chauffeur, pendant ses déplacements, il avait une manière un peu d'accélérer, ralentir, et ça l'a tellement agacé qu'il a inventé le régulateur de vitesse. Et il a déposé le brevet en 1945, qui a été démocratisé dans les années 60, qui est arrivé en Europe à cause des radars. Alors qu'à la base, c'est quand même une
pour une personne aveugle qui voulait circuler tranquillement. La télécommande. C'est Eugène Pellet qui a inventé la télécommande à la base pour les personnes qui étaient à mobilité réduite, justement, parce qu'à l'époque, alors pour ceux qui sont plus jeunes, je sais que vous n'avez pas connu ça, mais il y a eu une époque où on avait le poste de télé qui était au fond de la salle à manger, il fallait se lever pour aller appuyer sur le petit bouton. Ah ben, les personnes qui étaient à mobilité réduite ne pouvaient pas se lever du canapé, aller appuyer sur le bouton, revenir, ça prenait trop de temps. Et d'où la télécommande a servi à ça. Elle a servi aussi pour régler la température, ouvrir les portes du garage, par exemple, la fermer. Et donc ça, c'était en 1950. Allez, encore un, le SMS. Il a été inventé en 1992 par les personnes sourdes qui ne pouvaient pas entendre le téléphone. Et donc, elle communiquait à l'écrit. Sauf que, pour savoir si on avait reçu un SMS, il fallait avoir une fonction vibreur. Et la fonction vibreur que vous avez dans vos poches, c'est grâce aux personnes sourdes. Parce qu'on a eu un besoin, et du coup, ce besoin, il sert à tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas les téléphones qui sonnent, mais ça vibre dans la poche. Et ça a été fait en 1996 par Motorola. Allez, là, c'est le dernier, après j'arrête, parce que je pense que là, on en avait un petit peu marre. L'assistant vocal. L'assistant vocal, au départ, a été inventé pour ajouter une piste sonore qui décrit le contexte d'un film aux personnes aveugles et malvoyantes au cinéma. Ce système a été ajouté au système d'exploitation d'Apple avec un logiciel qui s'appelle VoiceOver en 2005 et qui est arrivé avec Siri en 2011. Voilà, donc ça c'était les exemples de design inclusif pour que vous montrez qu'on est un peu partout quand même. L'important, c'est qu'il faut comprendre les utilisateurs, il faut les impliquer dans le processus de conception, concevoir par une utilisation facile, itérer, tester et penser accessibilité pour tous. Et donc, quand je dis impliquer les utilisateurs dans la conception, c'est l'accessibilité by design, c'est l'intégration de personnes en situation de handicap dès la conception du service. On identifie les besoins des utilisateurs en situation de handicap pendant la conception, pendant le développement, enfin avant le développement ou pendant. Et les avantages de la méthode, c'est que motivation de l'équipe, donc ça donne du sens au travail qu'on fait. Et ça donne aussi une amélioration à l'expérience. Économie, parce qu'on va corriger les problèmes d'accessibilité en même temps, enfin en amont plutôt. La conformité légale, on répond aux obligations légales. Et enfin, l'expérience utilisateur qui est l'usage pour tous. Donc, ne pas confondre l'accessibilité comme une amélioration. Enfin, non, il ne faut pas confondre amélioration continue et processus de production continue. Je m'explique. Pour que l'accessibilité soit maintenue dans le temps, il faut que les équipes soient formées au-delà des équipes de développeurs, de chefs de projet. Il faut penser à tous les corps de métier. Ça peut être les équipes de communication éditoriale, la relation client. Ça ne se limite pas qu'au site Internet, mais aussi avant et après. Et il faut former les gens. Et donc là, recommandation pratique, la culturation par l'exemple. Lenny Feldgold a fait avancer l'accessibilité aux États-Unis en pratiquant le saut dont elle montrer que vous ne pouvez pas dire. Et en fait, elle défend l'accessibilité numérique aux États-Unis depuis plus de 40 ans.
Et grâce à cette méthode, elle a quand même réussi à convaincre le secteur pharmaceutique et bancaire en présentant des témoignages d'utilisateurs en situation de handicap qui illustrent l'illustration des services, l'utilisation des services. Pardon. Et donc, pour ça, il faut créer une culture d'amélioration continue. Même pour la conformité, les audits ne font pas tout. C'est qu'un élément sur les 4 que je vous recommande. C'est effectuer des audits réguliers, automatiser les tests, maintenir une documentation à jour, former les équipes aux standards. Et pour l'accessibilité, il faut impliquer les utilisateurs, tester en conditions réelles, itérer sur les retours, former à l'empathie et cultiver une approche inclusive. J'ai presque fini. Je vous libère, ça va le faire. Conclusion. La conformité représente un minimum légal et technique, tandis que l'accessibilité incarne un objectif réel d'utilisation et d'inclusion, d'utilisabilité et d'inclusion. L'idéal est de combiner les deux approches. Utiliser la conformité comme fondation tout en visant une accessibilité des services. La véritable accessibilité se mesure à l'expérience de l'utilisateur et pas un pourcentage. C'est un rapport d'audit. Rappelez-vous, l'accessibilité n'est pas une fin en soi. C'est un engagement quotidien envers tous les utilisateurs. En fin de compte, créer des services véritablement accessibles ne consiste pas seulement à respecter des normes, mais à comprendre et à répondre aux besoins des différents utilisateurs. C'est ainsi qu'on construira un web inclusif où la conformité n'est que le début de l'expérience utilisateur, accessible à tous. L'accessibilité, ce n'est pas qu'un pourcentage, c'est des sourires derrière les écrans. Merci. Ouais. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Il y a un peu de temps, mais... il faut que je remette le wifi dans mon téléphone. Si. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Mais on lève le fond. Ouais. Ça va? Ouais. Je peux scanner le QR code, parce que ça ne marche pas non plus. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions. Bon, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui. Non, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question sur les audits. Non, je ne fais pas de formation sur les audits, mais je peux accompagner éventuellement si besoin. Après, il y a des aspects qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, mais c'est les critères du RV2V qu'il faut arriver à comprendre. Et là, il y a des formations qui sont faites pour auditer, mais ça ne sera pas forcément sur la plateforme AHA, ça sera sur des grilles Excel, parce que ça, c'est l'alternative à AHA. C'est justement avoir des grilles Excel, et il y a des entreprises qui font ça. Il y a la certification d'Access 42 qui propose une certification pour faire des audits. Voilà. Lire les questions avant d'y répondre, parce qu'on n'a pas les autres, ils n'ont pas le contexte. Si tu peux lire la question à voix haute. Ah, pardon. Ah oui. Oui, tu peux bien me le dire. Vous voyez, typiquement, ça, c'est le genre de choses qui m'arrive typiquement dans les conférences. C'est qu'il y a quelqu'un qui parle, mais l'orateur répond à la question, mais il n'a pas entendu la question. Donc là, je vais répéter la question. J'ai vu que vous faisiez des formations. Formez-vous pour faire des audits. Je trouve... Alors, attendez.
Je vais prendre le site internet. Là, ce sera plus facile. Voilà. Alors, attends. Alors, je vais mettre en gros. Voilà. Les vapeurs de l'intelligence artificielle sur cette problématique. C'est qui a posé la question? Alors, problématique d'accessibilité ou de conformité? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose avec l'intelligence artificielle? Alors, à l'heure actuelle, les intelligences artificielles, il y en a certaines qui permettent de décrire automatiquement les images. Ça marche assez bien, mais il faut quand même rester vigilant et pas se reposer totalement sur l'outil. Après, moi, je n'ai pas développé ce point parce que je trouve que c'est encore un peu fragile, on va dire, parce que on pourrait être tenté de dire, ben voilà, moi je fais tout avec mon intelligence artificielle et puis il n'y a plus de problème. Mais je pense qu'il faut quand même rester vigilant. Après, moi je n'ai pas vraiment expérimenté l'intelligence artificielle. Je l'ai expérimenté pour d'autres choses, on ne peut pas faire les audits. Voilà. Travailler en lien avec les utilisateurs, comment ça s'organise? On fait appel aux bonnes volontés, c'est un service qui se paye. C'est qui? Alors, ça s'organise, on peut trouver des personnes handicapées qui sont prêtes à faire des tests utilisateurs. Il y a des entreprises qui commencent à faire ce genre de prestations. Il y en a quelques-unes sur Internet, je n'ai pas les noms en tête, mais ça se trouve. Ensuite, on fait appel aux bonnes volontés. Comment vous dire? La personne en situation de handicap, elle a un boulot aussi, hein, donc elle n'a pas forcément le temps et la disponibilité, donc le temps c'est de l'argent quand même. Hein, donc, après, on peut trouver des personnes qui font ce genre de prestations, mais il faut aller les chercher. Voilà. Quels sont les pires problèmes rencontrés sur un site web pour vous, pour moi? Je sais pas, on voit tellement. Je sais pas, j'avoue que. Comment dire? Si je veux faire une réponse, ça serait plutôt les images qui pop tout le temps. Ça, c'est le pire truc. Après, si je pense à mes amis aveugles, que je ne peux pas utiliser le site internet au clavier, je trouve ça horrible. Parce que typiquement, une personne, comme je disais tout à l'heure, une amie qui est aveugle, et très régulièrement, je l'aide à faire des démarches parce que justement, ce n'est pas accessible. Et c'est, comment dire, c'est quelque chose qui me désespère. C'est tellement, comment dire, horrible que je préfère même pas vous dire quel pire. La nouvelle réglementation en 2025 sur l'accessibilité s'appliquera-t-elle aux solutions web dans les entreprises ou uniquement aux sites web? Ça va s'appliquer aux entreprises, aux sites web, aux solutions web aussi. C'est-à-dire que les produits web devront être accessibles eux aussi. Il y a tout le mobilier urbain,
Logiciel. Vous creusez un peu sur Internet, vous allez trouver. Je préfère pas dire de bêtises, parce que là, je suis un peu fatiguée. Voilà. Mais oui, ça va s'élargir. Beaucoup plus. Est-ce que je fais des vidéoconférences? Oui. Les outils qui améliorent la qualité des micros ou peu de problème. Les outils qui améliorent la qualité des micros. Il y a des nouveaux ordinateurs qui essayent de capter un petit peu mieux le son de la voix. Est-ce que ça ne déformerait pas vos voix? Alors, elle va dire, votre père, que c'est pas le son, c'est pas vraiment un problème pour moi, parce que moi, ce qui m'importe, c'est de voir la personne qui parle. Par contre, ce que je sais, c'est que je travaille avec une entreprise qui me fait la transcription de mes réunions, et elle a vraiment besoin de bien entendre. Donc, je vais répondre à la question. Et donc, à la base, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir le bon matériel. Parce que l'outil, c'est bien, mais si tu n'as pas le bon matériel, ça ne va pas le faire. Donc, typiquement, quand vous avez des outils pour les vidéoconférences, essayez d'avoir du matériel de qualité, parce que ça a quand même un impact sur la relation que vous avez avec les gens. Donc, un son de qualité, il y a une meilleure image de marque aussi. Voilà. Il y avait un marquis. C'était dans les temps.